Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais m'essayer à l'exercice de la critique. Donc, j'ai décidé de commencer, on va dire, concrètement avec ce jeu-là, Les Ruines perdues de Narak, Lost Ruin of Arnak pour son titre anglais. Pourquoi ce jeu-là spécifiquement, je ne sais pas. En fait, j'ai fait pas mal de parties et le jeu me plaît bien. C'est pas un de mes préférés, c'est pas un de mes favoris, mais je trouve qu'il est assez intéressant. Il y a des choses à dire dessus. Donc je me suis appuyé sur le journal des créateurs, ouais, journal de désigneurs, c'est ça. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des interviews, tout ça. Donc j'ai quand même quelques éléments à apporter sur ce jeu-là. J'avais déjà fait et proposé une critique sur ma chaîne des jeux Goblivion Games. Donc il y avait Goblivion, ouais, la nouvelle édition, et Goldblivion. Mais c'était un peu brouillon, c'était pas trop ordonné, tout ça. Donc là, j'ai écrit tout ce que j'avais à dire. Donc souvent, je m'aiderai de mon anti-sèche. Là, j'ai mon ordi juste à côté. J'ai un document de... Là, il fait 5 pages. J'ai 5 pages. Donc il y aura quand même de la matière. J'ai essayé de mieux organiser, de mieux agencer tout ça pour que ça soit un peu plus logique, un peu plus pertinent. Voilà, que dire de plus? Alors ma critique s'adresse particulièrement aux jeux en solo. J'ai aussi joué aux Ruines perdues de Narak en multijoueur. Donc moi, ma critique s'appuie et accentue spécifiquement le solo. Des fois, je parlerai un peu du multi, je donnerai une petite nuance ou un petit truc, un petit détail. Mais majoritairement, on parle de solo, là, clairement. Donc voilà, gardez ça en tête quand même. Il y aura peut-être des choses que vous allez dire, vous allez penser, ouais non, là c'est pas vrai, en multi ça se passe comme ça, ok, mais dans ce cas-là, vous me le direz en commentaire, etc. Pareil, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses que je vais dire, parce qu'il y a aussi des choses que j'ai écrites moi-même, pareil, vous le mettez en commentaire, etc. Il n'y a aucun problème, on peut discuter. Donc, on va démarrer. Donc, les Ruines perdues de Narak, la critique. Alors, j'ai marqué Ruines perdues de Narak en solo, la description déjà de qu'est-ce que le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont passés à côté éventuellement. Donc la description, la thématique du jeu. Sur une île inhabitée au milieu de mers inexplorées, les explorateurs ont découvert les traces d'une grande civilisation. Vous allez maintenant diriger une expédition pour explorer l'île, retrouver des artefacts perdus et affronter de redoutables gardiens. Le tout dans une quête pour découvrir les secrets de l'île. Voilà, donc un peu de mystère, un peu d'exploration. De ce qu'on voit de la couverture, on voit des aventuriers dans une espèce de jungle, voilà, un peu Indiana Jones. Voilà, là on voit une créature par exemple, un espèce d'oiseau. Bon après à la caméra ça se verra mal. Voilà, là il y a des serpents, il y a un peu de danger, etc. Voilà. Donc les Ruines perdues de Narak, ça c'est la description que j'ai trouvée sur BGG. Donc BGG Board Game Geek, le site référence des jeux de société, jeux de plateau, appelez ça comme vous voulez. C'est la référence, et voilà, il y a toujours une description pour chaque jeu, donc j'ai juste copié, et c'est pertinent, c'est valable en tout cas. Les Ruines perdues de Narak combinent la construction de decks et le placement d'ouvriers dans un jeu d'exploration, de gestion de ressources et de découverte. Donc juste là, impeccable, il n'y a rien à dire. En plus des effets traditionnels de construction de decks, les cartes peuvent également être utilisées pour placer des ouvriers, et de nouvelles actions d'ouvriers deviennent disponibles à mesure que les joueurs explorent l'île. Certaines de ces actions nécessitent des ressources plutôt que des travailleurs. Donc aux travailleurs, en fait, ouais, il parle d'ouvriers, parce que c'est une traduction en anglais-français. Il sera donc essentiel de constituer une base de ressources solides. Vous êtes limité à une seule action par tour, alors faites votre choix avec soin. Quelle action vous bénéficiera le plus maintenant, et que pouvez-vous vous permettre de faire plus tard, en supposant que quelqu'un d'autre n'agisse pas en premier. Voilà, là il y a des éléments intéressants déjà. On a les mécaniques. On a le nombre d'actions par tour, on sait qu'on a une action par tour. Il y a un sentiment d'opportunisme, parce que là on nous dit est-ce que vous allez faire l'action maintenant, ou est-ce que vous allez temporiser, mais un autre joueur pourra venir la faire, etc. Donc ça fait partie du jeu, en effet. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Les decks sont petits, et le caractère aléatoire du jeu est fortement atténué par la richesse des décisions tactiques proposées sur le plateau de jeu. Avec une variété d'actions d'ouvriers, d'artefacts et de cartes d'équipement, la configuration de chaque jeu sera unique, encourageant les joueurs à explorer de nouvelles stratégies pour relever le défi. Découvrez les Ruines perdues d'Arnak. En fait, le titre anglais, c'est Lost Ruin of Arnak.
Mais en français, ça sonne pas bien, ça sonne comme une arnaque en fait finalement. Donc ils ont décidé de changer pour Narak. Je trouve ça mieux et ouais, ça marche bien. Dans les deux cas, ça marche, mais ouais, pour nous les Français, c'était mieux, je pense, Narak. Donc là, il nous dit que les decks sont petits. Alors c'est clair que le deck building, c'est vraiment pas la mécanique principale, c'est combiné avec d'autres choses. Pour moi qui aime les deck building, je trouve que ouais, c'est un peu léger, mais ça on y reviendra dans la partie mécanique. Mais bon, c'est quand même présent, c'est quand même sympathique. Et qu'est-ce qu'ils disent? Une variété d'actions, d'ouvriers, d'artefacts, de cartes d'équipement. Ouais, ça c'est vrai, on peut jouer de plusieurs façons. Il y a plusieurs actions disponibles à nos tours. La configuration de chaque jeu sera unique. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a tellement d'éléments aléatoires à la mise en place et en jeu, avec les marchés de cartes, tout ça, que oui, on aura des jeux uniques. Par contre, cependant, on fera souvent les mêmes actions, un peu dans le même ordre, tout ça. Ça aussi, on va en parler plus tard. Ensuite, voilà, donc ça c'était la description. Maintenant, j'ai listé des éléments factuels que je vais vous décrire. Donc ça, c'est des informations faciles à obtenir finalement sur n'importe quel site, notamment la date de sortie, donc 2020. Donc c'est un jeu plutôt récent. Et il est sorti, si je dis pas de bêtises, ça je vous le dis de mémoire, mais j'ai pas une bonne mémoire, donc à prendre avec des pincettes. Je crois que c'était pendant la période Covid, donc dans un contexte un peu particulier, mais il a réussi à tirer son épingle du jeu néanmoins. Les auteurs sont Min et Elwen, donc c'est leur premier jeu, et Min et Elwen c'est un couple. Alors j'ai plus leur nationalité, mais c'est leur premier jeu, ça c'est un fait intéressant, un fait notable. Les artistes ayant participé, alors il y en a, j'en ai listé 6. Alors c'est des gens, plutôt des personnes de pays de l'Est. Alors ils ont des noms et des prénoms assez durs à prononcer, je vais essayer, mais ça va être catastrophique, hein, attention. Andrzej Erdina, Jerikus, Philippe Murmak, Jakub Politzer, Franciszek Sedlasek et Milan Vavron. Alors je sais pas s'ils ont participé à d'autres jeux, etc. Là je vous avoue que j'ai pas fouillé, mais ils sont chacun spécialisés, ils sont assez doués, ils sont spécialisés dans des domaines différents. Ça on va en revenir tout à l'heure, j'avais noté d'autres choses un peu plus tard. Là j'ai juste listé les éléments factuels que j'ai pu trouver. Alors l'éditeur c'est Sedzek Game Edition, donc Sedzek c'est les Tchèques, c'est cette boîte d'édition là. Donc c'est eux qui proposent les jeux notamment de Vlaada Chvátil, donc l'auteur de Mage Knight. Ils ont Codename, ils ont aussi Under Falling Skies, ils ont Codename il me semble, Through the Ages. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre dans leur catalogue? Là j'ai vu en dernier Kutnaora, etc. Nous en France il a été localisé par Yellow Expert notamment. Donc ça c'est leur gamme de jeux experts. Alors ouais, derrière ce mot-là, pareil, on peut mettre ce qu'on veut. Pour moi, c'est clairement pas un jeu expert, mais après la définition de jeu expert, elle est propre à chacun. Donc moi en expert, je mettrais peut-être plus Mage Knight qu'on voit là-haut, Spirit Island ou Projet Gaia. Pour moi, Narak c'est plutôt un jeu initié. C'est un cran en dessous de expert et un peu plus costaud qu'un familial. Mais bon, chacun aura sa définition, chacun aura son point de vue là-dessus. Ça reste quand même accessible, mais il y a de la subtilité. Bon voilà. En tout cas, c'est édité chez Yellow dans la gamme expert. La langue, bon alors il a été décliné en plusieurs langues. Le français est disponible, voilà, parce que je sais que je propose du contenu en français et ceux qui me suivent ne parlent pas forcément tous bien anglais ou du tout. Donc voilà, sachez que le français est disponible, parce qu'après je ferai d'autres critiques sur d'autres jeux qui ne seront disponibles qu'en anglais. Donc je préfère le préciser. Après je suis allé sur BGG pour récolter des éléments. Donc moi j'aime bien m'appuyer sur BGG, même si c'est pas une valeur absolue, c'est pas la vérité absolue, mais il y a quand même des choses intéressantes à en retirer. Donc selon BGG, donc on peut, et selon l'éditeur, on peut jouer à ce jeu de 1 à 4, ok, donc jusque là ça va. La meilleure configuration serait à 3. Ce serait 3 joueurs, ok. La note BGG, donc c'est une note sur 10, elle est de 8,1, donc c'est une très très bonne note. Sachez qu'au-dessus de 8, c'est du très très bon. Et par contre, c'est à nuancer avec le nombre de votes, parce qu'un jeu peut avoir 10 sur 10, mais s'il y a un seul vote ou 2 votes, c'est pas pertinent. Là, ce jeu-là, il a reçu 42 000 votes. Donc 42 000 votes pour obtenir 8,1, c'est très très bon. Et de toute façon, j'ai pas marqué son classement. Attendez, c'est bizarre. J'avais une case pour noter son classement dans le top BGG. Le top 100 BGG, c'est un peu, entre guillemets, une institution pour les joueurs. Je crois qu'il est 26e, je crois.
Bon, il est dans ces eaux-là en tout cas. 26e, c'est pareil, c'est très très bon. C'est un excellent classement. Surtout pour un jeu de 2020. Donc, très bonne performance là-dessus. La durée selon BG, ce serait 30 minutes par joueur. Ouais, c'est plutôt correct. En solo, ça va très très vite. Hein. Franchement, ça enchaîne très très vite, c'est très fluide. La complexité, toujours selon BGG, donc ça c'est un critère, une notation qui va de 0 à 5. Donc 5 étant pour les jeux les plus complexes, les plus compliqués à assimiler. Comme par exemple ceux que je citais tout à l'heure, là, qui sont au-dessus de 4 en complexité. Les Spirit Island, les Mage Knight, c'est du 4, 4,2, 4,3. Celui-là, Narak, il a 2,92. Donc franchement, ça reste très très accessible. Je crois qu'il gravite autour de Wingspan, de jeux comme ça en fait. C'est des jeux... c'est un peu plus que familial, mais c'est pas expert. Voilà, c'est dans cette frontière-là. Quelles sont les thématiques abordées par le jeu? Moi, j'ai mis archéologie, l'aventure et le fantastique, avec la présence des gardiens, qui sont un peu des monstres, un peu des créatures fantastiques. Voilà. Quelles sont les mécaniques? Donc, on les a déjà un peu évoquées tout à l'heure avec le texte de présentation. Donc, les mécaniques, ce sera de la pose ouvrier, il y aura du deck building, il y aura de la gestion de ressources, des échanges de ressources. Voilà, on va passer notre partie à j'échange ça contre ça, qui me permet d'avancer là, et en échange, je peux aller là, qui va me débloquer ça, etc. On passe son temps à faire des échanges de la sorte. Et enfin, je vous donne une dernière valeur, une dernière donnée factuelle, on va dire. C'est le prix, donc une 60aine d'euros, voilà, pour le jeu de base. Donc, prenez cette information comme vous voulez. Ça reste c'est un certain prix, mais il y a du matériel en contrepartie pour justifier. Je sais bien qu'il n'y a pas que ça qui justifie le prix d'un jeu. Il n'y a pas que le matos, mais à notre époque, c'est quand même un argument. C'est une donnée à prendre en compte. Voilà, le jeu, il est très généreux en matériel. Donc 60 euros, c'est un bon, entre guillemets, un bon investissement, on va dire. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc j'ai regardé, je vous mettrai les liens de toute façon de tout ce que je suis allé voir. Donc il y aura le lien BGG pour la page du jeu, et dessus c'est bien parce qu'il y a d'autres reviews, d'autres critiques. Même si c'est en anglais, vous pouvez traduire les pages, comme ça vous avez plusieurs critiques, plusieurs éléments. Il y a des forums stratégiques, il y a des fichiers à partager, il y a plein de choses en fait sur BGG, l'avantage. Et moi j'ai trouvé la vidéo genèse du jeu qui est très intéressante, où les créateurs et toute l'équipe autour du jeu, l'équipe de production, les illustrateurs, les créateurs, tout ça, chacun donne un peu son aperçu, son point de vue. Donc, super intéressant. Et j'ai trouvé aussi un journal du créateur, Les Ruines perdues d'Arnak. Oui, parce que là c'est le titre anglais. Le monde, la langue et l'art. Voilà, parce qu'ils ont créé tout un univers en fait autour du jeu. Ils ont vraiment poussé le travail à fond, je trouve. Ils ont créé un monde, ils ont créé une espèce de langue avec les symboles qu'ensuite qu'ils ont retranscrit dans le jeu sur des tuiles, sur des icônes. Tout a été pensé en fait. C'est ça qui m'a aussi impressionné et qui me donne envie de parler de ce jeu-là, parce qu'il y a un énorme travail en fait derrière. Rien n'est laissé au hasard. Ils ont vraiment peaufiné leur bébé. D'autant plus que c'est le premier jeu du couple. Donc super intéressant. Et donc parmi toutes ces sources-là, moi j'avais noté que les auteurs ont créé le jeu qu'ils voulaient développer et jouer. Alors ça c'est important. Ils sont partis avec une idée de base de vouloir mélanger du deck building et de la pose d'ouvrier, et ils ont brodé autour. Donc ça je trouve ça intéressant de développer un jeu que l'on veut jouer. Et par exemple, j'avais lu un autre journal de créateurs, de designers, celui de Kevin Riley, donc l'auteur de Ion Sand. Et lui en fait à la base, avant de sortir Ion Sand sous la forme qu'on connaît, donc le deck building coopératif, à la base il voulait faire juste un jeu d'affrontement, un peu à la Star Realm, un jeu de pirates avec des cartes et d'affrontement. Donc lui il voulait faire du 1 contre 1, donc finalement une espèce de Star Realm thème pirate. Et au final, avec l'éditeur, avec les autres membres de l'équipe, tout ça, on en est arrivé, à force de petits changements, micro-changements, on est arrivé finalement à un jeu coopératif fantastique, un peu futuriste, post-apo, coopératif, où les joueurs jouent ensemble pour battre des monstres. Donc, rien à voir avec l'idée de départ. Donc ça, c'est intéressant. Là, dans le cas des Ruines perdues de Narak, les auteurs savaient où est-ce qu'ils voulaient arriver, et ils ont brodé autour. Voilà, donc ça, c'est, je trouve, intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Les auteurs et illustrateurs ont énormément travaillé sur l'univers pour le rendre crédible. Donc ça c'est tiré des reportages. Nous avons décrit l'île et sa géographie, son climat, sa faune et sa flore. Et nous avons décrit les gens qui vivaient autrefois à Arnak. Bon, Narak, c'est pareil. Hein. C'est selon en fait où j'ai pris le texte. Leurs mythes, leur mode de vie, les matériaux, les technologies qu'ils utilisaient, leurs styles architecturaux, leurs coutumes commerciales. La liste est longue.
Voilà, donc ils ont créé tout un univers autour pour rendre l'île le plus crédible possible. Et je trouve que ça participe à l'ambiance du jeu. Ça renforce l'immersion finalement. On sent que ouais, ça pourrait très bien, cette île aurait pu exister, bon, sans les gardiens bien sûr, parce que ça c'est des monstres géants fantastiques. Mais je veux dire, si on enlève les gardiens, tout est crédible, il n'y a rien qui est aberrant. Jacob Pulitzer, donc l'un des illustrateurs, a dirigé une partie du processus que j'ai trouvé fascinante. Donc ça c'est l'auteur qui s'exprime, c'est Mine. Comment les histoires orales se sont transformées en mythes, les mythes en dessins et les dessins en symboles que les habitants d'Arnak utilisaient pour écrire leurs textes sacrés. Des symboles qui plus tard ont imprégné leur architecture et leurs artefacts. En fin de compte, cela a évolué vers une écriture hiéroglyphique que vous pouvez voir dispersée sur les illustrations tout au long du jeu. Donc c'est ça en fait, ils ont créé pas mal de symboles, pas mal d'icônes, tout ça, et en fait tous ces éléments-là, l'auteur a créé un langage avec ça. Donc en fait, si on prend des tuiles, on voit certains symboles, et j'ai vu sur BGG, encore une fois, il y a une image en fait qui recense toutes les icônes, tous les symboles, et finalement on peut arriver à décrypter le langage d'une tuile avec cet élément-là de transcription. On pourrait traduire et transcrire chaque tuile. Donc je trouve ça quand même assez impressionnant de créer un langage finalement avec juste pour un jeu. Finalement, on peut se dire ouais, c'est un jeu de société, on invente des symboles, on bricole, on fait des formes un peu alambiquées. Et finalement derrière il y a tout un langage. Donc je trouve ça super. Ben, moi ça me fascine personnellement. Donc voilà pour quelques éléments sur le jeu. Au niveau accessibilité, le jeu il est trouvable partout en magasin, ça c'est aucun problème hein, maintenant, il est trouvable facilement. Je sais qu'il y avait la rupture, à la première vague, il y avait eu une grosse rupture, il y avait un gros sold out et c'était assez compliqué de se le procurer. Je sais que moi je l'avais trouvé sur le marché de l'occasion, en magasin il était vendu partout et ils en ont réédité deux ou trois vagues je crois après derrière. Réimprimé 2 ou 3 vagues, donc preuve encore du succès du jeu. Et sinon, vous pouvez y jouer en ligne sur BGA et Yucata. Donc Yucata, c'est une alternative à BGA. Ça permet aussi de jouer en ligne. C'est un site aussi, il est gratuit. Et par contre, sur les deux plateformes comme ça en ligne, il n'y a pas de solo malheureusement. Je trouve ça dommage parce que le solo, il est pas plus compliqué que ça à implémenter, je trouve. C'est juste des tuiles retournées. L'automa, il se déplace, il fait une action. Donc je sais pas, ils ont mis que les versions multijoueurs. Bon, c'est toujours mieux que rien, on dira. Au niveau de mon expérience de jeu, moi, est-ce que je suis pertinent à parler de ce jeu? Est-ce que mon avis compte? J'ai fait une dizaine de parties multijoueurs, à 2 ou 3. J'ai jamais joué à 4. Et en solo, j'ai dû en faire environ 20 parties minimum. En fait, c'est qu'avant, je comptais pas mes parties, je recensais pas. Donc je pourrais pas être précis, mais facilement, ouais, je dois être autour des 20 parties, easy. Et j'ai joué 2 fois la campagne. Il y a une campagne qu'on va voir plus tard qui est amenée avec l'extension, qui était aussi disponible en print and play à l'époque. Moi, je l'ai faite 2 fois, donc je l'ai faite une fois en print and play, une fois avec la version physique du jeu, avec l'extension. Hop, ici, mission disparue. Voilà, donc j'ai fait 2 fois la campagne, c'est à peu près 5 ou 6 parties. Je crois que c'était 5 ou 6, 5 minimum. Donc 2 fois la campagne, après pas mal de parties en solitaire. Et j'ai 2 parties filmées qui arrivent sur la chaîne. Donc soit elles seront déjà publiées, soit elles vont arriver en tout cas. Mais voilà, j'ai, on va dire, une bonne trentaine de parties sur le jeu. Je trouve que ça commence à être pas mal. C'est pas le jeu que j'ai le plus joué, mais ça commence à être pas mal. En termes d'inspiration, alors ça c'est totalement subjectif, c'est moi qui ai mis ces informations là. Donc c'est là où vous pourrez me contredire. Donc moi, quand je réfléchis à un jeu de deck building avec un plateau, avec des cartes multi-usages, tout ça et tout, moi, tout de suite, un jeu qui m'est venu en tête, c'est Clank. Parce que moi, c'est le premier jeu de deck building avec plateau que j'ai essayé. J'ai pensé au Tyran de l'Ombre-Terre, parce qu'il me semble que là aussi, il y a un plateau, et on joue nos cartes pour placer des personnages. Donc là, Tyran de l'Ombre-Terre, je trouve qu'il y a aussi de la conquête de territoire, prise de territoire. Et j'ai pensé aussi à Explorateur de la mer du Nord. Pareil, là où on joue nos cartes, nos vikings, je crois, pour aller placer des meeples sur des cases, et on récolte les bénéfices, forcément, comme dans un jeu de pose ouvrier. Voilà, ça me fait penser un peu à ces jeux-là. Après, j'ai pas trouvé d'autres inspirations. En termes de deck building, non, c'est assez simple. Il n'y a rien qui saute aux yeux. En termes de réception critique, donc la réception critique a été excellente. Grosse hype à sa sortie malgré la période Covid, voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Notes et classement BGG en hausse constante. Donc ça, Mine
Elle en parle dans le petit reportage. Là, en fait, eux, quand ils ont sorti le jeu, ils s'attendaient pas à un tel succès. Hein. C'est totalement, pour eux, c'était totalement improbable. Et en fait, ils regardaient le classement BGG, les notes, tout ça, et ils voyaient leur jeu monter les échelons. Et donc, forcément, qu'ils en sont vachement fiers. Nomination au Spiel, donc le prix ludique le plus impactant en termes de vente et de visibilité. Donc, une nomination. Bon, il n'a pas remporté le prix, mais une nomination, c'est quand même pas mal. Une nomination à l'As d'Or Expert en 2022. Deuxième meilleure vente de CGE, donc l'éditeur original, derrière Codename, donc derrière un jeu familial. Et là aussi, le directeur de CGE, on le voit dans une des vidéos, il est vachement étonné, parce que là aussi, vu le prix du jeu et la clientèle, le panel de joueurs auquel il s'adresse, ils ne s'attendaient pas à un tel succès. Par rapport à un Codename, Codename c'est leur fer de lance, c'est un peu leur locomotive. Ça, c'est un jeu qui est... Ils en vendent des palettes, c'est imbattable, c'est indémodable. Et derrière, arriver à vendre un gros jeu de la trempe d'un Arak comme ça, 60 balles, qui s'adresse pas forcément aux familles, etc. C'était quand même... c'est très étonnant. Et du coup, ça, c'est leur deuxième meilleure vente. Donc, c'est vachement intéressant, je trouve. Donc, succès critique et commercial. Et j'ai noté aussi qu'en 2023, il y a un autre truc sur BGG. Vous allez dire, il fait que de parler de BGG, mais ouais. Je trouve qu'il y a des données intéressantes dessus. Même si je vous ai dit, c'est pas une valeur absolue, mais il y a des trucs intéressants à aller choper. Donc sur la First Player Guild sur BG, donc c'est une assemblée de joueurs qui votent un peu pour les meilleurs jeux solo, vu qu'on est dans l'optique solo, sur chaque année. Donc c'est bien parce qu'on a un classement et à chaque fois le classement il évolue, on voit des jeux monter, prendre la première place, ils échangent, etc. Il y a des jeux qui sortent du classement, il y en a d'autres qui entrent. Donc celui-là, en 2023, il se retrouve 16e sur 200. Quand même. Et il a gagné 6 places par rapport à l'année dernière. Donc il est encore en hausse. Je pense qu'avec l'extension, avec la campagne, avec celle-là, là, ça a dû lui faire gagner des places. Parce que là, elle est vraiment adaptée pour le solo, celle-là, je trouve, avec la campagne. Voilà. Donc voilà pour tout ce que je pouvais vous dire. Donc ça, c'est que des éléments de base. Je vais vous montrer quand même le matériel. Je ne vais pas parler des règles, parce que les règles, pour moi, ça n'a rien à faire dans la critique en soi. C'est juste, de toute façon, je parlerai un peu des règles quand je vais aborder le gameplay et le thème, tout ça, les mécaniques, l'équilibrage, tout ça. Là, pour le moment, j'aimerais bien vous montrer le matériel. Donc, pour ce faire, je vais changer de point de vue. Comme ça, je vais filmer comme quand je filme une partie finalement. Et je vous montrerai le matériel. Comme ça, on pourra commencer à parler du matériel et de la direction artistique, parce que pour moi, c'est lié. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Voilà, alors on se retrouve pour finalement une partie un peu unboxing, entre guillemets. C'est juste pour qu'on ait un aperçu du matériel. Donc, une boîte quand même assez grande. Hop. Alors là, j'ai aussi des éléments des extensions. Parce que moi, j'ai essayé de tout ranger dans une seule boîte. Et on va voir que c'est impossible. Il y a tellement de matériel que c'est trop compliqué là. En plus, j'ai pas d'insert. Enfin, voilà, ça va être un des points, selon moi, négatifs. C'est qu'on se retrouve vite avec un bazar dans la boîte. Donc, c'est long à mettre en place, c'est long à ranger. Donc, quand j'ai peu de temps finalement pour jouer un jeu, je vais peut-être pas sortir celui-là, parce que je vais me dire, oh mince, j'ai tant de temps à mettre en place, à ranger, machin. Il y a 1 milliard de tuiles, 1 milliard de ressources, de machin truc. Ça va peut-être me décourager. Mais bon, ça c'est propre à mon fonctionnement. Donc là, on a des plateaux donc pour les joueurs, aux 4 couleurs de joueurs. Donc moi, j'en ai gardé qu'un. Parce qu'en fait, au verso, vous voyez, on a le mode solo. Donc j'en ai gardé qu'un seul. Les autres, je ne m'en sers plus. Parce que maintenant, j'utilise les plateaux de l'extension avec les personnages asymétriques. On va voir ça plus tard. Donc du coup, ceux-là, je les ai isolés. De même que les cartes. Là, on a des cartes basiques que je n'utilise plus aussi parce que j'ai les cartes de l'extension. Et ça, pareil, ça sera pour après. Il faut juste en avoir conscience. Là, j'ai un plateau que je trouve... comment dire ? Que je trouve inutile. Ouais, c'est ça. Alors certes, c'est bien, c'est décoré, tout ça. En fait, il se glisse en dessous le plateau principal. Le plateau principal, il est tout en dessous. Hein. On va aller le déterrer. Et celui-là, il se met encore en dessous. Donc ça rajoute en fait... Le plateau est déjà très grand. Et ça rajoute encore un espace. Donc ça prend une place démesurée. Ça, c'est un point négatif selon moi. C'est que si on n'a pas une grande table, c'est compliqué d'y jouer. Et puis là, c'est juste pour stocker des ressources. Bon. Pour moi, celui-là, il est carrément optionnel. Moi je l'ai enlevé. J'y joue plus avec. Je pose mes ressources à côté, ça marche très bien. Donc dans le jeu, qu'est-ce qu'on a ? On a donc
hop, on va commencer à sortir chaque élément au fur et à mesure. Ouais, j'ai les cartes, ouais, c'est vite le bazar. Donc selon moi, avoir beaucoup de matériel, c'est un plus. C'est un plus. Cependant, jusqu'à un certain point. Après, on bascule dans le trop. Et le trop, c'est l'ennemi du mieux. Je crois que c'est ça l'expression. Un truc comme ça. Trop ne veut pas dire forcément meilleur. Voilà, là on a des tuiles pour le solo. Donc ça c'est du matériel spécifique. On a beaucoup de cartes. Ça, pour un deck building c'est mieux. Alors là c'est enrichi bien sûr des extensions. Ça non, ça ces cartes on n'en parlera pas parce que c'est que pour une extension. Là on a les cartes peur. Ici on a toutes les ressources et des tuiles. Des tuiles en tout genre. Voilà, vous voyez, c'est ça que je vous disais, là, les symboles sur les arbres, tout ça. Voilà, chaque symbole a des significations. On peut tout traduire, en fait. Si on a le... Vous voyez, là, ça veut dire quelque chose. Bon, moi, je pourrais pas vous le traduire. Hein. Voilà, tous ces symboles-là. Là, il y a une signification derrière tout ça. Je trouve ça assez ouf, quand même. C'est un peu comme quand Tolkien... sur son livre du Seigneur des Anneaux, quand il crée la langue elfique, c'est assez énorme, quoi. Carrément consacré à l'écriture d'une langue pour un ouvrage, ou là, faire des symboles pour un jeu, c'est assez ouf, quoi. C'est un travail, j'imagine, dantesque. Voilà, donc là, on a le plateau principal, donc c'est un peu l'élément principal du jeu. C'est là où quasiment tout va se passer. Alors, comme je vous disais, il est assez immense. Donc, hop, j'arrive même pas à le loger. Voilà. Donc il prend pas mal de place. Hein. Et là, en fait, en dessous, normalement, si on a la place, normalement, en dessous, voilà, il y a ça, en fait, qui s'ajoute. Voilà, celui-là, il se colle ici. Donc ça ajoute encore à la longueur du plateau. Donc là, il faut avoir un bras extensible pour aller tout au fond chercher les cartes. Donc celui-là, moi, je l'enlève. Hein. Alors certes, c'est bien d'avoir les petits symboles, machin et tout. Le point de départ aussi des recherches. Mais bon, ça prend de la place, quoi. Donc on a un plateau. Moi je le trouve très très bien, superbement illustré. J'aime bien moi. Avec les emplacements. Voilà, ça fait vraiment ouais, île je vais pas dire paradisiaque, mais ouais, île mystérieuse. On a de l'architecture un peu bizarre. Là on a un camp, des espèces de sites bizarres. Là on voit mal. Et ici la piste de recherche, voilà. Ça va être un élément clé du jeu. Donc là on est sur la face de l'oiseau, c'est la face normale en fait du jeu. Et au verso on a la face du lézard qui est un peu plus compliquée, avec une piste de recherche plus compliquée à explorer. Donc en termes de matériel, voilà, on a un grand plateau, on a des cartes. Donc on a des cartes peur ici. Donc ça va aller dans notre deck, ça va nous embêter. Voilà. On a des artefacts. Voilà, donc ceux-là, ils sont à fond un peu bleu. Ça, c'est des objets, en fait, qu'on va acheter et qui vont avoir un effet immédiat, en fait. Quand on va les acheter, ils vont s'activer directement, contrairement aux objets. Les objets qui vont, une fois achetés, qui vont rejoindre notre deck. Voilà, et qui rapportent toutes les cartes objets ou artefacts, rapportent des points de victoire. Les cartes peur en enlèvent. Donc ça, il faudra faire gaffe. On a des tuiles sites. Vous voyez, maintenant, on en a un bon paquet. Là aussi, c'est enrichi d'extensions. Alors, je vous montre les images. Comme ça, après, on passera sur la partie direction artistique. Donc, vous voyez, chaque illustration, il y a pas mal de détails à décrypter et tout. J'adore. J'adore le travail de précision qui a été fourni. Vous voyez, là, il y a plein d'éléments. Là, il y a des crânes et tout. Voilà, il y a toujours un détail, un truc intéressant, je trouve. Moi ça me plaît vachement. Voilà, donc ça c'est les tuiles ça c'est les sites en fait qu'on va pouvoir explorer. On a aussi des sites un peu plus gros, un peu plus durs à explorer, mais qui rapportent de meilleures récompenses du coup. Donc le jeu en vaut la chandelle. Donc là aussi c'est enrichi d'extensions, donc ça fait que vous voyez, on en a pas mal, hein, pas mal de matos. Ici, on a les gardiens. Donc ça, ce sont des espèces d'animaux fantastiques qui surveillent en fait l'île. Qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, ils sont pas très méchants. Hein. Ils nous embêtent. Ils nous font peur. Ils nous attaquent pas.
Voilà, bon, on va juste traverser comme ça, hop. Donc on a dit qu'on avait les tuiles en solo. Ça, c'est des petits jetons pour bloquer des emplacements en multijoueur. Oui, en multijoueur, c'est ça. En solo aussi, il faut bloquer des emplacements, on peut pas se balader comme on veut. Ici, on a des assistants, donc ils vont nous donner des petites capacités. Donc là aussi, on en a un bon paquet. Après, le reste, ça va être ici. Donc on a le sceptre qui détermine la manche en cours. Donc c'est un jeu qui est assez rapide, il y a 5 manches à jouer. Aux premières manches, de toute façon, on a peu d'actions, peu de possibilités, donc ça va assez vite. Et au fur et à mesure de l'avancée du jeu, on aura de plus en plus d'actions, et là, ça devient intéressant parce que ça peut commencer à comboter, à déclencher des effets en cascade, à gagner de plus en plus de ressources et plus de possibilités. Donc on a de l'argent, ici, de l'or, on a des boussoles, ici des tablettes. Vous voyez, même les tablettes, il y a un souci de détail, elles sont gravées. On a les pointes de flèches. Pointes de flèche ou pointes de lance, je sais plus. Bon, non, voilà. Et on a les rubis comme ça. Gros rubis. Ça, les boussoles, ça c'est moi qui ai mis des capsules, hein, c'est pas compris dans le jeu. Sinon, les boussoles, elles sont comme ça, c'est un jeton cartonné. On a des tuiles de recherche qui donnent des points de victoire, donc là aussi, illustrées et avec une description. On a des petites tuiles, ça c'est des idoles. Donc ça, on les trouve en allant explorer les sites. Et là, on a des jetons bonus, comme ça, qui vont parsemer en fait la piste de recherche qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure. Voilà tout le matériel. Donc plus, comme on a dit, les plateaux joueurs et les cartes pour démarrer. Donc ça fait quand même un bon matos. Hein. Donc moi j'ai marqué matériel de bonne qualité, plaisant à manipuler, abondant. Alors là, c'est clair et net. Et encore, c'est enrichi après des extensions. Ça, on verra plus tard. Mais voilà, il y a encore plus de trucs. Par contre, j'ai marqué en point négatif, manque clairement d'un insert pour ranger et sortir le jeu efficacement. Un insert ou quelque chose qui facilite un peu le rangement, le déballage, parce que là, c'est un peu long quand même à tout déballer, à tout trier, à ranger toutes ces tuiles et tout. Ça prend un peu de temps, hein, je trouve. Bon, après, ça n'engage que moi, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on marque d'autre? Les extensions apportent énormément de matériel, voilà, comme je vous l'ai dit. C'est un plus, mais aussi un inconvénient pour le rangement ensuite. Compliqué de tout faire entrer dans sa boîte. Moi, j'arrive pas. J'ai essayé plusieurs configurations, je n'y arrive pas. C'est vraiment trop compliqué de tout réussir à loger. Donc, on enchaîne sur la partie direction artistique. Vu qu'on a tous les éléments en jeu, on va pouvoir étudier ça. Donc là, j'ai noté que CGE, donc l'éditeur, a investi beaucoup plus d'argent dans ce projet par rapport à d'autres jeux. Donc ça, je l'ai trouvé cette information-là dans la vidéo de la genèse du jeu. Et je trouve ça très intéressant et ça se répercute en fait sur le dessin. Hein. Clairement, les mecs, ils ont mis du budget là-dessus et ça se ressent. Bon là c'est un sou, donc bon, pas trop parlant, mais je veux dire, franchement, les illustrations, elles sont top. Hein. Elles sont top. Là, la montgolfière, elle est top. Je sais pas, c'est simple, hein, mais je sais pas, ça marche. Hein. La gourde. En fait, c'est le tout. En fait, le tout s'imbrique bien. Tout est bien imbriqué en fait. Donc il y a plusieurs illustrateurs sur le jeu. Hein. Il y a plusieurs illustrateurs et on pourrait penser que ça allait se ressentir ou dénoter un peu. Non, franchement, je trouve pas du tout. C'est des illustrateurs en plus spécialisés dans leur domaine, donc probablement que un a dû s'occuper par exemple des monstres, l'autre des tuiles lieux, l'autre des objets, etc. J'imagine. On ressent bien la thématique au travers des illustrations, la cohérence est maintenue, rien ne dénote à mon sens. La direction artistique est très colorée et riche en détails. Et je trouve cela assez classe. La boîte est très bien illustrée et donne envie. C'est clair que la boîte, j'ai vu les versions prototypales de l'illustration, c'était pas du tout ça. Et franchement, là, moi je vois une boîte comme ça me donne envie. Hein. Franchement, c'est coloré, il y a, je sais pas, il y a un sentiment d'aventure, on voit un beau paysage et tout. Ouais, pour moi, ça c'est engageant hein, comme boîte, c'est super. Après, j'aime bien les directions artistiques colorées, donc c'est peut-être ce que ça joue plus sur moi. Ça vient me chercher. Je suis assez sensible à ça. Donc voilà pour la direction artistique. Pour moi, c'est super classe. Et ça donne envie de jouer, ça participe au jeu. Je sais bien qu'un jeu, pareil, ça ne s'arrête pas à son matériel, à sa direction artistique, tout ça. Ça, c'est un peu du superficiel finalement. Qu'un bon jeu n'a pas besoin de ça. Mais à notre époque, c'est important quand même. Et c'est quand même agréable d'avoir du beau matériel, manipuler ces petits jetons et tout. Là, voilà, ça participe quand même à l'immersion, au plaisir. Donc c'est un plus, là c'est clairement un plus. Au niveau du thème ressenti, donc ici j'ai marqué, nous sommes ici en présence d'un Eurogame, c'est-à-dire un jeu de gestion avec finalement peu de hasard. Ici le hasard ça va être quoi? Ça va être
le marché de cartes, selon le nombre de cartes qui vont sortir. Donc le marché, là, il est directement sur le plateau. Au départ, il y a 5 objets et il y a un artefact. Et après, ça va évoluer au fur et à mesure. Et l'aléatoire, il va venir aussi des tuiles. Quand on va aller explorer un site, on va prendre une tuile aléatoire. Donc, par exemple, on va tomber là-dessus. Ah, on gagne ça. Et on aura un monstre aussi aléatoire qu'on piochera dans le paquet. Voilà. Donc l'aléatoire, il s'arrête là. Il y en a très peu, en fait, dans le jeu. Hein. Quasiment toutes les infos sont visibles. On peut voir le plateau des adversaires. On peut voir leurs ressources. On peut voir le nombre de cartes qu'ils ont en main, même si on voit pas les cartes précisément. On voit à peu près plus ils ont de cartes, on voit leur meeple sur leur plateau, savoir leurs possibilités. Donc sinon les informations sont toutes découvertes, voilà, jusqu'au plateau adverse. On peut donc anticiper ses actions et tenter de bloquer ses adversaires. Voilà, on voit notre adversaire qui a besoin par exemple d'une arme. Il n'y a que ce site qui est dévoilé, il va vouloir aller là. Ben nous, si on y va avant, on le bloque. Hop. Et après il gueule. Ce qui va renforcer le thème et l'aspect esthétique du jeu, la DA et le matériel. Ouais, moi clairement, hein, même si il y a pas, en fait quand on joue, on va pas avoir le sentiment d'être Indiana Jones, on va pas se dire ouais là j'ai exploré un temple, je m'en rappelle, il y a eu ça, il y a eu machin. Non, ça se passe pas comme ça. Là c'est juste on pose un pion, on retourne une tuile. Après c'est à notre imagination, c'est à nous à faire le travail. Mais en fait tous les éléments du jeu rappellent l'exploration. On a avec nos objets, par exemple, on va se dire, ben voilà, je vais utiliser mon seau, ça va me débloquer mon assistant, il va m'aider à conduire la voiture, etc. On arrive sur tel lieu, on visite le temple, et derrière, il y a, par exemple, cet animal qui nous attaque. Voilà, après, l'histoire, elle se crée en fait comme ça, c'est pas du tout narratif, c'est plus mécanique finalement. Mais ouais, je trouve que le thème, quand même, il est là. Après, ça reste de l'Eurogame, hein, donc je pense qu'on a quand même fait un bond en avant par rapport aux productions de jeux à l'allemande plus anciennes plutôt, style Agricola. Encore que Agricola, non, le thème on le ressent, mais il y a des jeux à l'allemande, ouais, où franchement, le thème, il pourrait ne pas y avoir de thème en fait directement. Au fur et à mesure de son avancée dans la partie, nous aurons accès à moins de cartes objets et plus de cartes artefacts. Donc ça c'est au fil des manches, en fait, il y aura moins d'objets dans le marché et plus d'artefacts. Cela représente l'avancée de nos découvertes sur l'île et dans le temple. Ça j'avais bien aimé, je l'avais dit en vidéo. C'est qu'au fur et à mesure qu'on avance sur l'île, donc ça veut dire qu'on passe du temps sur l'île, on explore des temples, on avance sur notre recherche, on découvre des artefacts, etc., comme des vrais explorateurs. Il y a de moins en moins d'objets, on va dire que nos ressources d'objets s'amenuisent, par exemple on n'a plus de seaux, on n'a plus de canaux, on n'a plus rien, et par contre on trouve des artefacts, voilà, à force de visiter l'île, on trouve une coquille, un coquillage, après on va trouver la couronne de gardien, etc. Donc moi je trouve ça vachement bien, que le marché en fait il évolue au fur et à mesure de la manche, pour nous proposer d'autres choses. Et je trouve que la thématique est bien respectée. On rentre dans le temple, ben on a moins d'objets et on trouve des artefacts par exemple sur place qu'on peut utiliser, etc. Voilà. Hop. Après, donc au niveau du matériel, je pense qu'on a fait pas mal le tour, la direction artistique, tout ça. On va pouvoir parler des mécaniques. Et là, pour ce faire, je vais revenir en vue de face, parce que je pense que ça sera plus pertinent. Voilà, donc on a abordé l'aspect matériel et thématique du jeu, avec la direction artistique également. Donc tout ça fait un tout cohérent finalement, et je trouve que le jeu là-dessus, c'est un sans faute. C'est très très bien. Tout est bien représenté, etc. Tout a du sens en fait. On va visiter un temple, on dépense des boussoles, on a besoin d'un moyen de locomotion. Donc par exemple ici un bateau, on se déplace en bateau pour aller dans un temple un peu englouti. On trouve des ressources, le gardien vient nous voir. On peut c'est pas le corrompre, on peut l'apaiser, voilà, il vient nous embêter, on l'apaise en lui donnant des ressources, etc. Donc là-dessus c'est intéressant. Maintenant on va aborder l'aspect mécanique du jeu. Alors les mécaniques. À chaque tour le joueur effectue une seule action. Donc une action c'est très rapide, hein, c'est jouer une carte, acheter une carte, se déplacer, rechercher, ça peut être une seconde. Une tension se crée dans l'achat des cartes et le positionnement de nos meeples sur le plateau. Il faut donc être rapide pour obtenir les meilleures choses. Voilà, s'il y a un temple qui est libéré, qui propose de belles ressources, tout ça, c'est de l'opportunisme, il faut vite y aller, hein, il ne faut pas attendre l'exploration. Sur la recherche aussi, il y a des tuiles bonus que l'on ne peut obtenir qu'une seule fois. Donc premier arrivé, premier servi. L'achat de cartes, il y a une belle carte qui sort de la rivière, qui vient d'apparaître. Si on ne l'achète pas, ben, l'adversaire, peut-être que derrière, il va l'acheter. Enfin, l'adversaire ou l'automa en solo. Hein. L'automa, finalement, solo, c'est comme un deuxième joueur, c'est comme une partie à deux joueurs.
Voilà, donc il y a un peu d'opportunisme là-dessus, il y a une tension. Les emplacements de postes d'ouvriers, c'est de la poste d'ouvrier, ils sont bloqués en fait, en matière, ils sont à usage unique. Dès qu'un meeple est là-dessus, on peut plus y retourner. Donc là aussi, il faut se dépêcher. Nous avons des cartes à multi-usage, effets multiples, effets de carte ou déplacement sur le plateau. Cela crée du choix. Est-ce que j'utilise cette carte pour me déplacer ou bien obtenir son effet? Voilà, donc sur des cartes de base, des cartes de départ, c'est vite vu, hein, il vaut mieux se déplacer et aller obtenir des bonus sur les emplacements du plateau. Après, sur des cartes qu'on a achetées chères et un peu plus intéressantes, il vaudra mieux jouer peut-être les cartes. Tout ça, c'est relatif à la partie, il faudra s'adapter. On a affaire à de la conversion de ressources, donc souvent on va échanger des ressources finalement. Les actions, ça va beaucoup être ça. Une ressource contre une autre, de meilleure valeur, etc. Il y a une hiérarchie des ressources, donc les pièces sont les moins bonnes, après suivi des boussoles, il y a les tablettes, les pointes de lance et les rubis. Donc par exemple, si on va sur une case qui nous dit dépenser 2 boussoles pour obtenir 2 tablettes ou une pointe d'arme, pointe de flèche, et voilà, ça sera ça. Après, on va aller sur notre case, dépenser une pointe de flèche pour rechercher. Si vous recherchez, vous gagnez une boussole. Ensuite, on peut dépenser la boussole pour obtenir une pièce. Avec la pièce, on peut acheter une carte pour le prochain tour. Ça va être constamment des échanges de ressources, un peu comme ça. Donc, l'avantage, c'est d'essayer de tirer à chaque fois du bénéfice de ces transactions. Et après, il y a aussi des échanges au niveau des points de victoire. Par exemple, là, quand on arrive contre un monstre, si on paye les ressources, donc on dépense de la ressource pour gagner des points de victoire. Les monstres aussi ont un petit pouvoir. Donc, à chaque fois, il y a toujours un échange qui s'opère. On a toujours quelque chose contre autre chose. Donc, il faut essayer d'avoir le meilleur bénéfice. Donc, c'est de la pose ouvrière avec blocage, comme j'ai dit tout à l'heure. Un seul pion par case. Donc, il faut rapidement se précipiter sur les meilleures cases afin d'obtenir le meilleur bénéfice. Il y a la piste de recherche qui est tout à droite, où l'on fait progresser 2 pions, la loupe et le carnet, en payant des ressources, qui nous débloquent d'autres ressources et capacités. Donc, on va pouvoir débloquer par ce biais-là les assistants, qui sont des pouvoirs, c'est des petites capacités qu'on peut activer à chaque manche, des effets de pioche, de la destruction de cartes pour améliorer son deck, ou d'autres ressources. Il y a une rivière de cartes pour les achats avec 2 catégories de cartes, les artefacts avec effet immédiat, les cartes objets qui vont sous notre pioche à l'achat. Les achats se font avec 2 ressources différentes. Chaque carte rapporte des points de victoire. Donc voilà, c'est jamais inintéressant d'acheter des cartes. Dans tous les cas, ça rapporte des points. Et vu que le but du jeu est d'avoir le plus de points de victoire, c'est toujours ça de prix. Le deck building est assez en retrait, mais fonctionne néanmoins. Les cartes objets achetées rejoignent notre deck et seront disponibles aux manches ultérieures. Donc les cartes achetées vont sous le deck, par rapport à d'autres jeux plus traditionnels, deck building, où elles vont dans la défausse, généralement. Nous pouvons garder des cartes en main en fin de manche, mais c'est rarement utile. C'est vrai qu'en général, on va vouloir jouer toutes ces cartes. Il vaut mieux optimiser et jouer toutes ces cartes pour avoir le maximum de bénéfices possible. Attention aux cartes peur qui pourrissent notre deck. Diminue notre score de 1 point par carte. C'est vrai qu'au début, les cartes peur, on peut en choper quelques-unes, mais en avoir trop dans le deck, c'est des cartes moins efficaces. Donc, et en plus, ça nous fait perdre des points, c'est des -1 à chaque fois. Donc attention à ne pas se laisser trop déborder par ça. Mais il y a des moyens de supprimer des cartes facilement, avec des objets, tout ça. L'exploration des sites se fait en utilisant un déplacement et des boussoles. Voilà, donc il va falloir combiner à chaque fois une carte de déplacement ou un pouvoir, peut-être avec un monstre, on a chopé un pouvoir de déplacement et des boussoles pour explorer de nouveaux sites. Donc les boussoles, c'est quand même vachement intéressant, vachement précieux dans le jeu. C'est ce qui nous sert à explorer. L'exploration est très forte. Et je ne vais pas dire obligatoire, mais ouais, c'est quasiment obligatoire, quoi. C'est un jeu d'adaptation et d'anticipation. Il faut prévoir ses tours et actions à l'avance et choper les bonnes opportunités lorsqu'elles se présentent. Voilà pour la partie du gameplay et des mécaniques de jeu. Donc le deck building, la pose d'ouvrier et échange de ressources, gestion de ressources dans tous les sens. Au niveau de l'équilibrage, donc j'ai fait un petit paragraphe sur l'équilibrage. Donc j'ai pris une citation de l'article. Ayant pu tester le jeu en ligne auprès d'un large public, les concepteurs ont reçu de nombreux retours. Donc en fait, déjà les membres de l'équipe, ils ont beaucoup joué autour. Ils ont énormément joué et je crois que c'est avec la venue de la première extension, quand ils avaient proposé le jeu sur BGA, Board Game Arena. En fait, ils ont mis le jeu avec l'extension et ils pensaient pas que des joueurs seraient si forts en fait. Ils pensaient pas que les joueurs atteindraient tel niveau de score, et ils ont été vachement surpris en fait. Ils ont même donc Mine, la créatrice, elle a dit que les joueurs jouaient beaucoup mieux que eux, que les auteurs et que l'équipe de création. Donc ça les a vachement surpris. Bon, moi ça m'étonne pas parce qu'il y a des gens qui jouent en boucle, qui jouent au même jeu, tout ça, un peu comme les gros joueurs d'échecs, les maîtres d'échecs.
S'ils se focalisent sur un jeu, ils deviennent très très forts, très experts là-dedans. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'ils aient proposé le jeu et pour avoir finalement beaucoup de retours. Ils se sont énormément basés sur ces retours afin d'ajuster finalement. Donc ça, c'est intéressant. Donc la gestion de ressources est bien équilibrée, les échanges valent le coup. Donc à chaque fois quand on se dit je change de boussole pour telle carte qui me fait gagner, qui me fait piocher, la pioche elle me permet d'avoir un mouvement qui va me permettre de bouger, de regagner d'autres choses. Voilà, à chaque fois les échanges valent le coup, que ce soit en points ou en ressources. À chaque fois on n'est pas lésé. Combattre un monstre coûte cher mais rapporte des points et un petit pouvoir. Explorer un nouveau site coûte cher en boussole mais rapporte des ressources et une idole plutôt, qui peut également nous donner des ressources. Donc à chaque fois tout donne des points, tout est intéressant, tout s'équivaut en principe. J'ai pas trouvé de trucs cheatés ou injustes ou quoi que ce soit. À chaque fois tout est intéressant. Aléatoire du jeu contré par d'autres choses. Voilà, il y a les quelques éléments d'aléatoire, finalement les temples et les monstres, tout ça, ils sont contrés par d'autres choses, par des mécanismes qui permettent de réguler ça. Il y a beaucoup de moyens de s'en sortir en fait, en jouant une carte, en achetant une carte pour son effet immédiat. Donc par exemple un artefact, on est bloqué, on a des boussoles, on achète ça, et finalement ça nous débloque. Il y a beaucoup de moyens de s'en sortir. C'est assez relax là-dessus. Il y a toujours des choses à faire. Les vrais blocages sont plutôt rares. Franchement, une fois qu'on a plus de cartes, plus de ressources, on peut rien faire. Hein, mais avant d'en arriver là, il y a moyen de broder, de gagner des actions au fur et à mesure. Il y a une hiérarchie des ressources, donc ça je l'ai déjà dit. Les pièces par exemple sont meilleures en début de partie pour builder son deck. Les moins intéressantes en fin de partie. Encore qu'elles peuvent servir pour se déplacer. Voilà, donc la moins bonne ressource du jeu, finalement, les pièces. Au début, ça va être intéressant pour acheter des cartes, des objets, enrichir notre deck, devenir plus fort. Mais vers la fin de partie, c'est beaucoup moins intéressant. Mais par contre, ça peut servir aussi à se déplacer. On peut économiser nos cartes pour leur effet et se déplacer avec nos pièces. Voilà, donc ça a quand même toujours une valeur. Ça, c'était un défaut que j'avais vu sur Dune Imperium. Les pièces, justement, elles étaient bien en début de partie pour débloquer le 3e ouvrier, je crois, et d'autres trucs. Et après, vers la fin de partie, elles étaient totalement inutiles. Je me retrouvais avec un méga tas de pièces et je savais pas quoi en faire. En fait, ça me servait à rien. Donc c'est un peu dommage là-dessus. Donc, moi, dans ce jeu-là, ça a toujours de l'intérêt. Donc ça, c'est un petit plus. Alors j'ai noté, voilà, spécification multijoueur. Les scores sont toujours serrés. En solo, l'automa, oui, est relativement faible. Malheureusement. Je n'ai pas essayé les tuiles mauves en print and play. Voilà, alors les auteurs sont très généreux. Ils avaient proposé pendant le Covid, tout ça, la campagne en print and play, donc une campagne rejouable, un peu avec un aspect narratif, avec des différentes règles. Et ils avaient proposé aussi les tuiles mauves. Donc les tuiles mauves, c'est des tuiles en fait solo, comme ça là, mais avec une plus grande difficulté. Là pour l'instant, dans la boîte de base, on a les tuiles vertes, qui sont pour le mode facile, on va dire, et les tuiles rouges, si on veut un peu complexifier, et les tuiles mauves sont censées être plus difficiles encore que celles-là. Par contre, c'est du print and play, donc après c'est chiant pour mélanger avec des vraies tuiles, c'est un peu bizarre. Ou alors il faudrait scanner aussi celle-là et tout mettre en carte, finalement, les sliver peut-être, je sais pas. En plus derrière, ouais, on a aussi ça, on a besoin des deux sens en fait pour jouer. Donc bon, c'est possible de le faire, mais ça demande une impression supplémentaire. J'ai marqué que j'aurais aimé les trouver dans la dernière extension pour pouvoir les mélanger aux autres. C'est vrai qu'avoir les tuiles mauves en physique comme ça, en carton, ça aurait été mieux quoi. Et pas mal de joueurs les réclament. Parce que le jeu est relativement facile, enfin moi je trouve en tout cas. Même avec les tuiles rouges de difficulté accrue, c'est quand même assez simple. Hein. L'automa il est pas très résistant. Voilà. Et le défaut, j'ai marqué que certaines cartes objets artefacts sont sous-cotées par rapport à leur prix ou leur gain de points de victoire. Et à contrario, certaines sont obligatoires, entre guillemets, cartes très fortes, surtout les cartes versatiles. Donc c'est vrai qu'une carte qui donne que des boussoles, elle est bien, admettons, mais une carte qui nous donne du choix, par exemple gagner une boussole ou 2 pièces ou une pointe de lance, c'est encore mieux. Voilà, les cartes avec multi-usage, forcément qu'elles sont beaucoup mieux, et plus intéressantes. Ou les cartes qui proposent plusieurs moyens de transport, celle-là par exemple elle a 2 voitures, donc c'est vraiment assez fort. Il y a des cartes voilà, qui coûtent cher, qui donnent peu de points de victoire, et leur effet est pas ouf. Et à contrario, il y en a elles coûtent pas cher, elles ont des effets super, elles vont nous propulser, et elles sont abordables. Donc en fait, voilà, après c'est... Et ça je pense que c'est dans tous les deck building finalement. Même dans Dominion, c'est pareil. Il y a des cartes qui servent vraiment à rien, il y en a qui sont vraiment nazes. Dans Iron Sen, pareil, il y a des cartes qui, pour le même prix, en fait, elles ont un effet beaucoup moindre, ou elles tapent moins fort. Dans tous les deck building, je pense que c'est comme ça. Dans Star Realm, à force de jouer, en fait, on se rend compte que cette carte elle est vraiment bien.
elle est un peu obligatoire, celle-là, elle est dispensable, etc. Donc là, ce jeu n'échappe pas à ce truc-là. Je l'ai repéré, et pareil, sur BGG, il y a des forums qui expliquent, ils font des classements des cartes, ils vont nous dire, par exemple, telle carte, c'est obligatoire, c'est dans le haut du panier, celle-là, elle est vraiment faible, elle est nulle, et ils expliquent pourquoi, voilà, avec le rapport entre le coût, les points de victoire, l'effet, tout est expliqué, et c'est vrai qu'on s'en rend compte. Il faut plusieurs parties. Pas, sur la première partie, on pourra pas détecter ça. C'est pas possible, je pense pas. Ensuite, on passe au renouvellement des parties. Donc les renouvellements, c'est les éléments aléatoires pour varier les parties. Voilà, comment on peut faire pour varier les parties. Ben là, ça va être avec tout ce qu'on a vu. Ça va être avec les cartes achetées. Elles changent à chaque partie. Le marché, voilà, il va être mélangé. Il y aura pas toujours les mêmes cartes. On va pas devoir tout le paquet de cartes. Donc les cartes, c'est les artefacts et les objets. On a les tuiles sites à visiter, vu qu'on va mélanger, ça va être faire une pile, elles vont pas sortir dans le même ordre. Les gardiens, idem. Moi j'ai marqué quand même qu'il y a peu de renouvellement entre les parties, donc ça peut entraîner une répétitivité. À chaque fois on sait qu'on va visiter, au tour 1, on va découvrir un site, on va gagner des ressources, il va y avoir un monstre, on l'affronte ou pas, voilà. C'est sûr qu'il y aura la piste recherche. Alors les gens se plaignent que la piste recherche est obligatoire, ils trouvent que c'est un défaut. D'avoir un axe stratégique un peu obligatoire, mais en fait c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'aller explorer ce temple. C'est un temple perdu au fond de l'île, c'est un peu le summum de l'exploration, c'est le but du jeu en fait. Donc en fait si cet axe-là n'était pas représenté aussi fortement, ça serait dommage, en fait on passerait à côté. Donc pour moi c'est pas un défaut, hein. C'est le but du jeu, voilà. On est obligé d'y passer. Donc visiter le temple. Et après, il y a d'autres moyens de scorer à côté. Il y a les monstres, il y a les objets, les cartes. Ça c'est des petits bonus. Mais l'exploration de la piste de recherche, c'est obligatoire. Donc pour moi, ça, c'est pas un défaut. Voilà, le défaut, ça va être un peu la répétitivité. On va faire souvent les mêmes choses. C'est un jeu d'adaptation. Donc en fait, le but, ça va être de résoudre le puzzle, surtout en solo. Résoudre le puzzle, voilà, j'ai tel objet dans le marché, j'ai telle tuile qui est retournée, j'ai l'automa qui a ouvert à tel endroit, comment je vais faire pour gagner ça, comment je vais faire pour progresser, est-ce que je vais tuer ce monstre maintenant, est-ce que j'ai assez de ressources pour acheter telle carte, ça va être ça, à chaque fois le puzzle c'est ça. Donc peu de renouvellement entre les parties, répétitivité, difficulté supplémentaire en solo avec les tuiles rouges, voilà, donc si au départ donc on va jouer avec les tuiles vertes, et si on veut renouveler un peu, on va mettre les tuiles rouges, ou les tuiles mauves en print and play, et il y a aussi possibilité d'imprimer les cartes objectifs et la campagne. Donc ça, à l'époque, j'avais imprimé moi la campagne. Non, je sais pas si je l'avais imprimé. Je crois que je l'avais joué sur leur site directement. Je crois qu'il y avait moyen d'y jouer sur le site. Justement, je voulais pas imprimer trop de trucs. Il y avait beaucoup de textes narratifs. Et ouais, donc possibilité. Et ouais, il y avait les cartes objectifs qui étaient sympas. Donc c'était un peu un peu des courses. Par exemple, de dire le premier joueur qui a acheté tant de cartes, il gagne cette petite tuile qui rapporte des points. C'était un truc comme ça. Et pareil, j'ai pas assez joué pour en parler précisément, mais ça c'est disponible sur le site de l'éditeur. Hein. Je mettrai le lien dans la description. Voilà pour le renouvellement. Donc on voit qu'il y a un peu de renouvellement, mais ça reste léger. Ça va être voilà, au lieu d'avoir ce temple, ben, j'aurai celui-là. Voilà. Donc c'est pas énorme, mais bon. Rejouabilité. Donc ça c'est l'envie d'y rejouer. Est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Donc malheureusement avec la difficulté assez faible. Ben en fait, si je sais à l'avance que je vais gagner, le challenge, du coup, il disparaît un petit peu. Donc la possibilité d'augmenter la difficulté avec les tuiles fan-made, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un peu complexe à organiser. Enfin, ça demande un travail supplémentaire, plus des objectifs. Le puzzle est intéressant. Voilà, l'optimisation de sa main de cartes et de ses deux ouvriers. On a que 2 ouvriers chaque fois, donc c'est un peu serré. Des fois, on aimerait bien en avoir 3-4 pour faire plus d'actions, visiter plus de choses, mais c'est serré. Donc là, ça c'est bien. Le puzzle est intéressant en tout cas. Voilà, la mise en place de départ et notre recherche d'optimisation, ça c'est un plus. Et c'est ça qui fait l'attrait du jeu en fait, c'est le puzzle. Pas mal de choix en jeu, achat de cartes, déplacement, activation des assistants, dans quel ordre je le fais, etc. Là, on a des choix. Est-ce que je combat ce gardien? Est-ce que je garde mes ressources pour explorer le temple? Si j'explore le temple, je gagne telle ressource qui va pouvoir peut-être me débloquer ça, et je pourrais finalement battre le gardien. Il y a des trucs comme ça là, des boucles un peu de gameplay. Donc l'automa est fluide et simple, ça c'est très bien ça, moi j'aime bien un automa fluide, simple, on retourne une tuile, tac, il fait ça, voilà, terminé, ça vient à mon tour. J'aime pas les automas avec des espèces d'algorithmes. Alors l'automa, s'il y a condition A, il fait ça, s'il y a B, il fait ça, s'il y a ça, il fait ça. Non, moi ça, je peux pas. Moi je veux un truc rapide, simple, un peu à la Wingspan, un peu à la Projet Gaia, on retourne des cartes, hop, c'est direct. Même si l'automa du coup doit tricher pour que ce soit efficace, je préfère aussi.
Voilà, lui, il va pas utiliser de ressources, il va pas utiliser des cartes. Enfin, lui, il a juste ses tuiles et il va sur les emplacements. Voilà, c'est simple. La rejouabilité, donc du coup, elle est impactée par le rangement et la mise en place laborieuse. Et la mise en place, ouais, c'est ça, hein, le rangement et la mise en place. L'installation, elle est assez longue. Donc des fois, je vais me dire, bon après, moi j'ai ma table de jeu où je peux laisser un jeu posé dessus. Donc c'est clair, c'est plus simple quand j'installe un jeu comme ça, ben, j'en fais 4-5 parties. Je vais pas faire une partie, le ranger, je vais perdre un quart d'heure de rangement. Après je sors un autre jeu, je perds une demi-heure à ranger, à ressortir. Donc, moi je mets un jeu, j'y joue, c'est ma façon de faire. Mais quand même ça, ouais, quand un jeu a une trop grosse mise en place, ça me déplaît. La dernière manche est assez épique, avec nos possibilités accrues et nos ressources abondantes. On enchaîne beaucoup d'actions, on progresse sur la piste temple, on score beaucoup de points si on a bien joué. Donc ça c'est très satisfaisant. C'est vrai qu'à la fin, il y a beaucoup de combos qui s'activent. On a beaucoup de ressources normalement, donc c'est assez abondant, donc on a beaucoup de possibilités, on peut faire pas mal de choses. On va explorer, gagner des cartes, piocher, voilà. La dernière manche, elle est assez... ouais, c'est un peu l'apothéose finalement de la partie. Les 4 premières manches, on build un peu notre deck, on prépare en fait cette dernière manche. La dernière manche, après, c'est la guerre, complet. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc voilà pour le jeu. On va aborder maintenant les extensions. Donc ça me paraît important quand même, parce que ça participe aussi au renouvellement du jeu, ça participe à sa durée de vie aussi, parce qu'à chaque fois qu'une extension sort, ça fait reparler du jeu, donc c'est intéressant. Donc il y a Chef d'expédition qui est sorti en 2021. Bon, Chef d'expédition, hop, elle est là. Chef d'expédition. Donc celle-là, elle vient un peu chambouler le jeu, entre guillemets, avec l'apport de personnages asymétriques. Donc en fait, dans le jeu de base, on avait tous les mêmes cartes, les mêmes ressources finalement de départ. Et en fait, cette extension-là, elle a apporté, ben voilà, là c'est bien parce qu'on les voit tous. Elle apporte 6 personnages asymétriques avec un deck de départ et des capacités différentes, des pouvoirs, etc. Chaque personnage est unique. Donc il y en a un par exemple qui, au lieu d'avoir lui là, au lieu d'avoir 2 ouvriers, il va en avoir 3. Donc ça donne plus de possibilités. Elle a un faucon, donc il va lui donner des petits bonus au fur et à mesure. Elle, la baronne, c'est la spécialiste des objets, donc elle va pouvoir acheter beaucoup d'objets. Elle a des moyens d'obtenir des pièces facilement. Donc voilà, chaque personnage a un peu son point fort. Lui, il est intéressant, mais peut-être un peu plus dur à jouer, le chaman. Lui, il joue sur les cartes peur. Donc lui, il a moins peur du coup. Il peut s'en servir efficacement et obtenir des capacités, des pouvoirs, des ressources. Voilà, donc ça, c'est le gros point fort de cette extension. Donc c'est des personnages asymétriques qui donnent du coup une orientation stratégique. Donc moi, par exemple, si j'ai joué avec la baronne, je sais qu'il va falloir que j'aille acheter beaucoup d'objets parce que c'est un peu son point fort. Il y a un personnage spécialisé dans les artefacts, ben voilà, lui ça va être les artefacts. Donc c'est intéressant. On a des tuiles en plus, on a des cartes supplémentaires, voilà, pour chaque deck, chaque type de tuile est enrichi et agrémenté. Chaque personnage aura un deck spécifique, donc ça on l'a dit. Voilà. Il y a de nouvelles pistes de recherche aussi avec des twists. Donc au lieu d'avoir les pistes habituelles, là c'est l'oiseau et le serpent, on a un plateau, une piste supplémentaire qu'on vient superposer. Et ça nous donne d'autres moyens de rechercher. Il y a des petits bonus, on va débloquer des cartes, etc. C'est sympa, ça, voilà, ça aussi, ça renouvelle un peu. C'est du bonus, quoi. Les chefs d'expédition nous rendent plus forts. Et donc diminuent la difficulté en solo, forcément. On a plus de capacité, ils sont plus forts que des personnages en fait basiques. Donc, vu que l'automa, on a dit qu'il n'était pas très très fort, si en plus on prend un chef d'expédition, un leader, ben, ça va être encore plus facile du coup. Les auteurs et toute l'équipe autour du jeu ont beaucoup joué au jeu, mais une fois l'avoir mis sur BGA, ils sont tombés sur de bien meilleurs joueurs qu'eux. Ah oui, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ont dû revoir certains éléments des extensions. Donc ça c'est bien d'avoir des retours de joueurs. Je trouve pertinent parce que peut-être qu'un auteur il va s'entêter dans son truc, il va travailler qu'avec son prisme, qu'avec peut-être son entourage proche. Il y a des trucs qui vont leur échapper, il y a des trucs qui vont leur échapper sur l'équilibrage, sur les actions et tout. Donc de le proposer à une multitude de joueurs, je sais pas, sur BGA, des centaines, des milliers, j'en sais rien. C'est un retour beaucoup plus pertinent. Donc voilà pour le chef d'expédition. Donc celle-là, pareil, elle a eu un bon succès. Et elle renouvelle du coup bien le jeu. Et ensuite, il y a eu la mission disparue en 2023. Donc celle-là qu'on a vu tout à l'heure. Donc celle-là, elle apporte le mode campagne. 2 personnages supplémentaires, ce qu'on voit sur la pochette là. Donc il y a lui c'est le journaliste et elle c'est la mécanicienne. Donc 2 personnages supplémentaires. Toujours des cartes, des tuiles, etc. La campagne rejouable solo ou coop. Alors c'est la campagne en fait, ils ont réadapté leur campagne print and play, enfin celle qu'ils avaient proposée sur le site gratuitement à l'époque.
ils l'ont retravaillé, rééquilibré, etc. Et ils l'ont mis dans cette extension et c'est vachement bien. La campagne, elle est top. Là, franchement, il n'y a rien à dire. C'est très généreux. Il y a une histoire, il y a des rebondissements, etc. Et chaque mission de la campagne propose des mises en place différentes, des objectifs différents. Sur ça, c'est top. Par contre, c'est une amélioration de la campagne, voilà, ça je l'ai dit. Le jeu en coop n'a pas l'air pertinent. Voilà, ils ont proposé la campagne en coop, en plus du solo. Mais à la base, la campagne était réservée et adaptée au jeu solo. Et l'histoire ne fait mention que d'une expédition en compétition avec notre rival. Donc en fait, de jouer en coop, j'en vois pas l'intérêt. En fait, c'est juste doublé. Par exemple, ils vont nous dire en solo, je dis n'importe quoi, pour gagner, vous devez atteindre 10 points. Ben, si on joue en coop, c'est doublé. Ben, pour gagner en coop, vous devez atteindre 20 points. En solo, vous devez découvrir 5 temples. En multi, en coop, pardon, ben, vous devez en découvrir le double. Voilà, c'est juste, à chaque fois, c'est doublé. Je sais pas si c'est bien. Je crois qu'il y a un petit jeton, on peut s'échanger des ressources, on peut se prêter une ressource, voilà, il y a ça. Mais pour moi, c'est vraiment adapté en solo. Hein. C'est plus pertinent. Donc cela a été ajouté après coup, peut-être pour convenir toucher plus de monde. Parce que c'est vrai qu'il y a, je sais pas s'il y a une mode des jeux coop, mais bon, on voit beaucoup de jeux coop, donc peut-être qu'ils ont ajouté ça pour toucher plus de monde, certainement. Je vous ai listé quelques conseils stratégiques, donc ça c'est pareil, c'est ce que j'en ai tiré au bout de mes 20 et quelques parties en solo. Et multi du coup. Donc ne pas combattre trop tôt les gardiens au risque de freiner son développement. C'est vrai que combattre un gardien, ça peut nous demander beaucoup de ressources, ou finalement, oui, alors on va gagner des points, mais ça va freiner notre développement, surtout en début de partie. En début de partie, il vaut mieux aller explorer un temple, prendre des ressources et laisser le gardien nous faire peur, tant pis. La peur, on s'en débarrassera plus tard, mais au moins on gagne beaucoup de ressources qu'on peut investir sur la piste de recherche ou pour acheter des objets. Mieux vaut prendre une carte peur, un peu comme dans Mage Knight avec les blessures, ou Iron Sen, pareil, c'est un peu le même principe en fait dans ces jeux-là. Vaut mieux un peu souffrir, un peu accepter de souffrir et de se développer plus fort que de toujours parer et de jamais trop avancer. Finalement, du coup, on peut pas trop se développer. Vaut mieux encaisser et se développer plus. C'est plus rentable. Obtenir les assistants le plus vite possible. Donc ça, c'est essentiel. Donc du coup, rechercher rapidement les assistants. Donc on a un choix parmi 3 à chaque fois. Et c'est des pouvoirs, c'est des petits pouvoirs, des passifs ou des... Non, c'est pas des passifs, c'est des pouvoirs qu'on peut activer, c'est des actions gratuites en fait qu'on peut activer durant notre tour. Donc soit ça nous donne des ressources, soit du déplacement, soit de la destruction de cartes, de la pioche, etc. Et c'est toujours... on peut les activer une fois par manche. Donc plus vite on les a, si on les a à la manche 1, on va pouvoir les activer 5 fois du coup. Donc il vaut mieux vite se dépêcher d'avoir nos assistants parce que c'est quand même assez fort. Il y a même des moyens de les réactiver et tout après, donc c'est très puissant. Excaver les temples déjà explorés, surtout les niveaux 2. Voilà, donc dès qu'un joueur explore un temple, il prend les bénéfices, il prend les ressources. Nous, on ne peut pas y aller sur la même manche, mais à la manche suivante, on va devoir retirer nos pions, et là, on va pouvoir aller sur le temple qui a été exploré. Donc là, c'est intéressant sur les sites. Donc surtout les niveaux 2. Les niveaux 2 sont très très généreux en ressources, en gains. Donc là, il faut vraiment se dépêcher d'aller dessus. Acheter peu de cartes, mais de bonnes cartes. Voilà, ça sert à rien d'acheter 1 milliard de cartes. Il vaut mieux acheter peu de cartes et enlever les cartes peur de son deck, vite cycler et retomber vite fait sur ses cartes. Ça sert à rien d'en acheter 50. Avant, moi j'avais ce défaut-là, et c'est un peu dans tous les deck building, finalement j'achète trop de cartes, et après mon deck il est énorme, il sert à rien, il tourne mal et tout. En fait, il vaut mieux en acheter moins et qui tourne plus rapidement. Explorer un maximum sur tous les sites 2, donc ça rejoint un peu tout à l'heure. En solo, attendre que l'automa explore les sites pour économiser ses boussoles. Ça c'est bien ça. Parce que l'automa il a une action où il explore les sites. Donc c'est lui en fait lui il paye pas les boussoles, mais bon au moins il fait l'action d'exploration. Et nous derrière on aura plus juste à aller explorer le temple quand il aura retiré son meeple. Et du coup on paye pas les boussoles. Les boussoles on pourra les garder du coup pour explorer d'autres temples ou acheter des artefacts. Donc il vaut mieux le laisser explorer un peu avant nous. Et progresser sur la piste du temple et tenter de prendre les bonus avant les autres. Voilà, comme il y a des bonus uniques sur la piste, c'est vrai que d'explorer rapidement et prendre les bonus avant les autres, c'est toujours un petit gain supplémentaire. Voilà pour les conseils stratégiques que je peux vous donner pour le solo. En recommandation, donc si vous aimez ce jeu-là, tout ça, moi j'ai noté quelques titres qui peuvent s'en rapprocher, éventuellement. Donc il y a Dune Imperium, forcément, tout le monde l'a comparé à Dune Imperium, il est aussi sorti en 2020. Et pareil, c'est du deck building avec poste d'ouvrier dans l'univers de Dune, donc la célèbre saga de science-fiction. Moi j'ai fait une partie de Dune Imperium, j'ai pas joué en solo, et j'ai moins bien aimé, je préfère quand même Narak. Mais il faudrait que je retente Dune Imperium quand même. Donc voilà, donc je vais pas dire c'est un concurrent, mais il
Il y a beaucoup de similitudes, on va retrouver des choses un peu similaires là aussi. Dans Dune, pareil, on dépense une carte pour se déplacer sur une piste ou pour se déplacer sur le plateau. Ça nous fait monter, ça nous fait gagner telle ressource qu'on peut dépenser plus tard pour ça. On achète une carte, on n'a qu'une action par tour. Il y a un feeling un peu similaire, je trouve. Après la thématique, il y a d'autres choses. Hein. Dans Dune, il y a l'affrontement qu'on n'a pas ici. Et voilà, il y a quand même une similitude. Il y a Legacy of You, donc pour le solo, pareil. Donc Legacy of You, il y a un peu de deck building, c'est pas poste d'ouvrier, mais on va poser des meeples sur des zones pour gagner des ressources. Donc ouais, un mini poste d'ouvrier, on va dire. Il y a beaucoup de gestion de ressources dans Legacy of You aussi. Pareil, on échange de bouffe pour avoir telle ressource qui va nous permettre un bois, par exemple, qui va nous permettre de construire une maison, qui va nous débloquer ça, voilà. Il y a aussi cet échange de ressources, le deck building et le mini poste d'ouvrier, entre guillemets. J'ai noté aussi Underwater Cities. Donc Underwater Cities, il y a du poste d'ouvrier qu'on joue, on joue aussi des cartes pour combiner la même couleur, donc c'est un peu pareil, il faut faire attention à ces cartes. Il y a une gestion de ressources, pareil, on échange des ressources dans Underwater City. Je dépense la monnaie du jeu, là, je sais pas si c'est de l'or, 2 crédits, pour avoir un acier qui va me débloquer ça, Donc moi je trouve que je vais pas dire que Narak c'est un engine building, mais bon, il y a quand même un moteur qui s'installe avec le deck building, oui, qui va nous donner de plus en plus de ressources. Donc voilà pourquoi j'ai mis celui-là aussi à côté. J'ai marqué Clank en solo. Donc pareil, si on aime bien le deck building et les plateaux, tout ça, il y a Clank en solo. Il existe un solo fan-made sur BGG aussi, ou avec application. Et après, si on veut pousser la pose d'ouvrier vraiment en solo, j'ai marqué les jeux de Hugues Rosenberg, les Agricola, les Caverna. Il a fait quoi? La Gloire d'Odin, Alerto. Voilà, il a fait plein de jeux comme ça. Si vraiment on veut se focaliser sur la pose d'ouvrier en solo. Alors après, ces jeux-là, malheureusement, c'est des jeux où on doit battre son score. Il n'y a pas d'automat dans ces jeux-là. Mais au moins, on a un bon aperçu on a une bonne gestion de ressources, bien équilibrée. Donc les jeux de Rosenberg, ça c'est pour ça, on peut rien dire. Assez tendu et en plus, voilà, assez riche. Pareil, il y a matos pléthorique à chaque fois. Voilà, on en arrive à une conclusion. Donc, conclusion des Ruines perdues de Narak. Parce que c'est bien. Donc déjà, on peut noter que c'est un jeu qui a nécessité beaucoup de travail. Illustration, création d'univers, l'équilibrage. Voilà, c'est vraiment les mecs qui ont bossé. Ça, vous pouvez le voir dans les vidéos, tout ça. Ça a mieux expliqué, mieux retranscrit. On a, selon moi, en tout cas, un très bon jeu initié, très accessible, intéressant, superbement illustré. Donc ça, c'est intéressant. On a un matériel prolifique, mais même trop. Difficulté de rangement efficace. Voilà, c'est que le trop, voilà, au moment de sortir le jeu, je me dis, ah putain, il y a ça, machin. Je vais peut-être en sortir un qui est plus léger, plus rapide. Donc ça le dessert, je pense, à un moment donné. C'est bien, hein, mais ouais, je sais pas. Ou alors, il aurait fallu organiser, avoir un petit insert, quelque chose pour faciliter. Donc c'est un jeu qui est meilleur avec ces 2 extensions. Donc ça fait augmenter la note. Mathématiquement, le jeu de base, il vaut 60 €. On va y jouer en solo, on va gagner contre l'automat. Et après, on va vouloir prolonger un peu. Donc on va acheter les chefs d'expédition pour avoir les persos. Ça enrichit bien le jeu, on va avoir des tuiles en plus. Par contre, c'est un billet à sortir en plus. Pour la campagne, idem. Donc voilà, c'est un certain investissement. Hein. Les campagnes, les boîtes, je crois que c'est 30 € les extensions. Donc ça fait, on va dire en moyenne, en total, un jeu à 120 €. Donc voilà, 120 € pour avoir tout ce matériel-là. Et pour avoir beaucoup de rejouabilité, beaucoup de renouvellement. Donc ouais, meilleur avec ces extensions. Et par contre, le solo est trop facile pour des joueurs aguerris. Ça, malheureusement... faudrait essayer les tuiles mauves, je me suis noté ça. Ou jouer en campagne pour augmenter la difficulté. La campagne augmente la difficulté parce qu'on a des objectifs en plus à accomplir durant la partie, en plus de visiter le temple et d'avoir le plus de points que l'automat. On a des conditions en plus à valider. Donc là ouais, avec la campagne, c'est un peu plus costaud. Il faut un peu plus s'accrocher. Et sinon, en jeu de base, non, c'est facile. Tout dépend de votre expérience de jeu, de votre facilité avec ce style-là, etc. Donc voilà, c'était la critique des Ruines perdues de Narak. J'espère que vous avez apprécié. Je m'essayerai à l'exercice avec d'autres jeux. Je ferai ça de toute façon que sur des jeux que je maîtrise, enfin où je pense maîtriser, sur des jeux où j'ai beaucoup de parties. Donc ça pourrait être Iron Sand, ça pourrait être Spirit Island, ça pourrait être G.I. Joe. Je pense que le prochain sera G.I. Joe parce que lui je l'ai poncé dans tous les sens et je pense en avoir une bonne vision globale. Voilà. Donc si vous avez des conseils ou des commentaires à faire, c'est toujours bienvenu. Et je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo pour retrouver toutes les sources que j'ai utilisées pour le jeu. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, je vous souhaite une bonne soirée, bon jeu et
et à bientôt.